Formamos parte de un grupo de investigación cuyo tema y título es Potencia teórico-práctica del pensamiento político postfundacional. Claves para la comprensión de distintas figuras de la alteridad en el mundo contemporáneo. Desde hace mucho tiempo ya venimos rodeando a ciertas figuras de la alteridad en tiempos contemporáneos. La denominación pensamiento político postfundacional le corresponde al filósofo Oliver Marchard, quien en el año 2009 publica en español un libro con este título. Desde allí se da una cierta conceptualización del pensamiento postmoderno, postmarxista, postestructuralista, entre otros. Y hemos hecho del pensamiento político postfundacional en este grupo de estudio el marco desde el cual inscribimos tanto nuestras reflexiones como nuestras prácticas. De ahí que generamos una constante interrogación del presente, un gesto diferente que no va en la dirección que pretendió la modernidad, sería un gesto de sospecha, un cuestionamiento permanente, pero también la voluntad propositiva tras la búsqueda de una incidencia social. Podemos decir entonces que el pensamiento político postfundacional constituye para nosotras una caja de herramienta interpretativa, que no lo explica todo, pero que renuncia a hacerlo. Es por eso que hemos elegido pensar ciertos problemas contemporáneos, ciertas figuras de las alteridades desde las cuales realizar y realizarnos algunas preguntas por la racionalidad de nuestro presente. Hoy tenemos el privilegio de conversar con Jacques Rancière. Bueno, la verdad es que es un poco raro sintetizar cuál ha sido el aporte de Jacques Rancière al debate filosófico contemporáneo, pero mínimamente mencionar que Jacques Rancière es filósofo, es profesor emérito de la Universidad París 8 y es autor de una obra filosófica inmensa en la que se cruzan de un modo muy singular política y estética. Relación esta que nos parece central para pensarnos a nosotros mismos y pensar la actualidad. De modo que su trabajo, como decía, pone en relación múltiples escenas y nos invita a dialogar entre distintas disciplinas, la filosofía desde ya, la política, la historia, la estética, el cine, el teatro. Sin embargo, todas estas escenas parecen tener un lugar común, que es un lugar que a nosotras como equipo de pensamiento político postfundacional nos interesa particularmente, y es el rol que tiene o el lugar que podría ocupar la emancipación. De modo que textos como La noche de los proletarios, producto de su investigación sobre los movimientos obreros emancipatorios en Francia en el siglo XVIII, como también, por ejemplo, la figura del maestro ignorante, nos permiten, digamos, trazar algunos elementos importantes sin dejar de lado desde ya los aportes para pensar la democracia y la subjetividad política que Rancière ofreció en El desacuerdo, en Los bordes de lo político, El odio a la democracia. Y finalmente también no podemos olvidarnos de mencionar los textos en los que el autor que hoy aquí nos acompaña aborda el rol también fundamental de la estética, como el reparto de lo sensible, el espectador emancipado, y la fábula cinematográfica, ¿no? El último texto, que es de este año, del 2020, se llama El tiempo del pasaje, los orígenes de la revolución estética, y es también una invitación a seguir pensando sobre esta relación que mencionábamos al comienzo, que es la que a nosotras más nos interesa repensar, que es la relación entre estética y política. Así que es un honor para nosotras en esta oportunidad poder contar con Jacques Rancière, y le agradecemos a él, ya como estuvimos haciendo desde el comienzo, y le cedo la palabra a Senda, así ya empezamos con el intercambio de preguntas. Alors Jacques, bonsoir, puisque c'est le soir. Merci déjà d'être entre nous, et maintenant on commencera alors avec l'entretien. La directrice de notre groupe est Anna Penchasadeh, qui est docteur en philosophie et docteur en sciences sociales aussi, scientiste politique en fait aussi de formation. Et voilà, je redonne la parole à Anna qui commencera l'entretien. Bon, bonsoir professeur, merci d'être ici avec nous. Et bon, on va commencer avec les questions de l'actualité. On a décidé d'aller de présent, peut-être à des questions plus profondes et dans votre pensée. Et bon, la première question, c'est quelles sont les altérations les plus significatives que vous révélez comme conséquence de la pandémie et en présence du renforcement des inégalités qu'elle a mis en évidence,
comment penser dans notre présent le rapport entre politique, police et démocratie? C'est une grande parapluie question, mais il y a d'autres questions qu'on pourrait faire aussi après sur la même question, mais c'est la plus générale des questions alors. Donc, commençons par parler de manière un peu générale. Je dois donc quand même rappeler voilà, que malgré tout, que depuis quelques mois, je vis comme beaucoup de monde, assez loin du monde, quoi. Malgré tout, dans des conditions où, disons, se déplacer, rencontrer des gens, beaucoup de choses finalement ne sont pas possibles. Donc, forcément, je dirais ce que je dirais, ça sera un peu abstrait, forcément, parce que malgré tout, la réalité de la pandémie, je la connais pas, la réalité des gens qui vivent véritablement au contact des malades, les gens qui sont affectés dans leur activité par la pandémie, tout ça, je la connais pas bien. Donc, forcément, je parlerai d'un peu loin, et puis, voilà, peut-être quelquefois de manière un peu abstraite. Alors évidemment, vous parliez des inégalités, du développement des inégalités liées à la pandémie. C'est évidemment quelque chose qui est massif, puisque bien sûr la pandémie, ça justifier bien sûr qu'on accélère encore les politiques de réduction des personnels, les politiques bien sûr de licenciement, bien sûr ça frappe bien plus que tous les autres les mal logés, que le télétravail, le téléenseignement, bien sûr aussi ça désavantage ceux qui sont les plus mal équipés, et la maladie elle-même a frappé bien sûr souvent ceux qui vivent dans les conditions de vie les plus précaires. Donc il y a ça, bien sûr, mais il y a fondamentalement, bien sûr, ce qui nous importe. Disons, il n'y a pas simplement la dégradation des conditions de vie, mais, disons, la perte du pouvoir qu'on peut avoir sur notre vie, la perte du pouvoir, disons, que les individus et, disons, les collectivités peuvent avoir. Et bien sûr, ce qui apparaît le plus peut-être menacé, puisqu'on parle de démocratie. La démocratie, c'est la possibilité de s'assembler pour faire peuple, de s'affirmer comme un peuple d'égaux. Or, il est bien évident que, disons, la pandémie a considérablement réduit cette possibilité, parce que, bien sûr, la pandémie, ça ne veut pas simplement dire le fait que, on a moins de possibilités de se rassembler, d'échanger, mais la pandémie, disons, au fond, disons, ce que j'ai appelé le consensus. Ce que j'ai appelé le consensus, c'est précisément, au fond, la transformation de la politique en police, quoi. Le consensus, je rappelle que c'est pas, disons, quelque chose comme une règle de bonne conduite où on remplacerait le conflit par la discussion. Non, le consensus, ce que j'appelle comme ça, c'est l'instauration autoritaire d'une situation, au fond, dans laquelle il n'y a rien à discuter, parce que les données de la situation sont considérées comme objectives et on considère qu'elles imposent elles-mêmes les solutions qu'ils doivent adopter. Donc, vraiment, le consensus veut dire qu'il n'y a pas lieu pour une subjectivation d'un pouvoir qui serait le pouvoir de n'importe qui serait le pouvoir des gens sans qualité. Il n'y a plus de place, en un sens, pour le peuple démocratique. Avec la pandémie, on peut dire que, il y a place pour la population comme un ensemble de gens qui font face aux mêmes problèmes. Et bien sûr, à ce moment-là, la réponse, c'est que, disons, des gens qui sont qualifiés et disons, qui peuvent exercer le pouvoir comme réponse à cette situation objective. Et ça, c'est, disons, d'exécuter quelque chose qu'on présente comme ce qui est nécessaire, comme la seule possibilité qui est donnée par la situation elle-même. Et bien sûr, disons, le consensus s'appuie généralement sur, on peut dire, l'instance en quelque sorte de la nécessité, c'est-à-dire la science. Simplement, la science, c'est toujours deux choses en même temps. La science, c'est, bien sûr, un ensemble de connaissances déterminées, mais la science, c'est bien sûr aussi, disons, l'institution du pouvoir de ceux qui savent, de ceux qui sont censés savoir, sur ceux qui ne savent pas. Alors, l'exercice du pouvoir consensuel, normalement, disons, il s'est exercé largement au nom d'une science, qui est la science économique.
Le problème de la science économique, bien sûr, c'est qu'elle est quand même trop clairement identifiée aux intérêts d'un groupe social déterminé, les détenteurs de la richesse. Donc, il est bien sûr difficile à la science économique, disons, d'appeler à une sorte d'adhésion évidente des esprits. Et en plus, bon, cette science économique, pour la science de la richesse, bien sûr, se heurte plus d'une fois, ou s'est heurté plus d'une fois dans le passé, bien sûr, au mouvement de ceux qui produisent la richesse, de ceux qui donc, se battent contre les accapareurs de la richesse. Bon, donc voilà, je veux dire, il y a d'une certaine façon, bon, disons, il y a, disons, la loi du consensus, c'est on fait ce que la science nous commande. En même temps, disons, la science, qu'on pourrait dire habituelle d'exercice du consensus, est une science qui reste problématique. Et c'est par rapport à ça, bien sûr, que, au fond, le virus est venu donner un coup d'accélérateur formidable à la logique du consensus. Parce que, bon, le virus a deux armes incontestables. Bon, premièrement, bah, il tue, et on sait qu'il tue, quoi. Bon, quand on parle d'économie, les gouvernements peuvent dire si on ne fait pas, c'est la ruine, c'est la catastrophe, mais on n'est pas obligé de les croire. Dans le cas du virus, on croit. Et deuxièmement, bien sûr, le deuxième, disons, caractère important du virus, bah, c'est qu'il n'est pas humain. Par conséquent, la menace du virus, elle ne peut pas être rapportée, au fond, aux intérêts d'aucun groupe humain. Et par conséquent, bon, bah, la nécessité de le combattre, et de le combattre comme une puissance qui est neutre, bon, bah, elle s'impose à tous. Et elle impose effectivement l'autorité d'une science qui est la médecine. Bon, alors la médecine, c'est deux choses à la fois. Effectivement, la médecine, c'est bon, c'est un ensemble de connaissances et de pratiques, et en même temps, bien sûr, c'est une vision du monde. C'est une, disons, et bon, on sait que c'est la source, disons, des métaphores du pouvoir. Bon, le pouvoir médecin, bien sûr, c'est quelque chose qui est bien sûr très fort. Bon, cela dit, là, on touche en quelque sorte, malgré tout, à un point où la médecine n'est plus une métaphore et où, d'une certaine façon, son rôle comme instance sociale tente à disparaître devant son rôle un petit peu comme réponse à une nécessité objective. Ça concerne nos corps, ça concerne nos vies d'individus. Donc voilà, si le gouvernement, disons, impose des mesures de restriction des libertés, si le gouvernement finalement détruit, on peut dire, l'espace même d'exercice de la démocratie, ben, on a du mal à y résister, quoi. Disons, si le gouvernement dit que le confinement, que les masques, que les couvre-feux, bon, ben, c'est nécessaire pour la protection des vies, que la science l'a dit, ben, on les accepte même quand finalement l'efficacité de ces mesures, bon, ben, n'est pas trop prouvée, quel est exactement disons, l'effet d'un couvre-feu à 19h ou à 21h ou à 23h sur la marche de métro, quoi. Mais finalement, bah, voilà, bon, disons, on l'accepte parce que l'efficacité n'est pas attestée, mais ce serait absolument stupide d'aller exposer nos vies. Disons, bon, effectivement, on connaît en France, comme ça, il y a un jeune homme qui est comme ça allé à une rave party pour voir si c'était vrai le coronavirus, quoi. Bon, il y est allé, effectivement, il a vérifié que c'était vrai puisqu'il en est mort, quoi. Bon, alors on dit aussi, on n'a pas envie de risquer nos vies, c'est pour prouver que le gouvernement a tort, quoi. Bon, ça c'est un point qui est important, quoi. Mais bon, je crois qu'il y a quelque chose qui est plus, pour moi, dans cette situation-là, dans notre réduction à l'impuissance, à savoir que précisément, au fond, on peut dire que normalement, disons, les incompétences de nos gouvernements, disons, alimentent la résistance. Et là, quand ça fonctionne à l'inverse, quoi. Bon, on sait très bien que si nos gouvernements ont pas pu, disons, bien gérer cette pandémie, c'est parce que, bon, bien sûr, disons, selon la logique dite néolibérale, bien sûr, on avait réduit les dépenses de santé, on avait réduit les dépenses pour les hôpitaux, on avait réduit le personnel, on avait réduit beaucoup de choses. Bon, donc, bah, on sait donc au fond que cette imprévoyance était vraiment le produit de l'obédience de nos gouvernements à la science économique, et que c'est pour ça finalement que les mesures de confinement sont devenues nécessaires. Et en même temps, bon, on ne va pas contester, et même il y a quelque chose d'un peu pervers dans cette logique, à savoir que plus il nous apparaît finalement que cette situation est due en partie à l'imprévoyance de nos gouvernements, et plus finalement on est obligé en quelque sorte d'obéir à ses ordres, quoi, dans la mesure où il ne va plus vraiment nous protéger, disons, mieux
contre l'épidémie qu'en nous disant de rester chez nous, disons d'une certaine façon, on est obligé encore plus, parce qu'on sait qu'il n'est pas tellement compétent ou parce qu'on n'est pas tellement confiance en lui, on est obligé de lui obéir encore plus finalement, de suivre encore plus ses revendications. Donc voilà, on est quand même dans une espèce de logique, je crois, où vraiment effectivement le coronavirus a considérablement accéléré la marche, on peut dire, de l'ordre consensuel et finalement considérablement aussi, effectivement, augmenter sa puissance et diminuer notre capacité d'y résister. Donc effectivement, on peut dire que, disons, le consensus a fortement favorisé ce qu'on pourrait appeler l'absorption finalement de la politique, l'absorption du pouvoir du peuple dans l'ordre policier. Bon, vous avez pris beaucoup de questions, alors je vais faire la grande question suivante, mais il y a des choses que vous avez déjà dit, alors on va voir qu'est-ce qu'il y a pour dire de plus. Bon, comment caractériser le type de gouvernement de la pandémie, quelque chose que vous avez déjà dit, a mis en évidence? Pourquoi considérez-vous le concept de biopouvoir pourquoi considérez-vous que le concept du biopouvoir n'est pas adapté pour en rendre compte? Vous avez parlé et assez parlé récemment des gouvernements qui ont réduit le temps de la politique à l'urgence. Et qu'entendez-vous par temps de la politique? Bon, vous avez déjà dit beaucoup de choses sur ça. Que signifie pour vous temps de l'urgence qui a pris sa place? Où se chiffrerait l'autre de cette urgence et comment pourrions-nous lui faire temps? Frappé, si vous voulez, dans la situation de la pandémie, c'est qu'effectivement, à l'origine, ça avait l'air d'être exactement, au fond, la confirmation finalement de l'idée du pouvoir qui s'exerce, comme biopouvoir. Bon, surtout si on se souvient, la manière dont Foucault avait défini originellement le pouvoir, disait-il, la saisie des traits biologiques fondamentaux de l'espèce humaine dans une stratégie politique. Donc effectivement, dès le début, en quelque sorte, de la pandémie, tout le monde a dit, là, on est en plein vraiment dans le règne du biopouvoir. Moi, disons, ce qui malgré tout me pose problème, c'est que pour que vraiment le concept de biopouvoir ait un sens précis, il faudrait vraiment que l'action étatique s'exerce par des dispositifs spécifiques sur les corps. On parlait Foucault, des dispositifs qui concernent la reproduction des corps, qui concerne la conservation de la santé, qui concerne la formation des corps pour le travail, pour telle ou telle activité, leur dressage et ainsi de suite. Or, finalement, on ne voit rien de tel dans la situation, c'est-à-dire qu'on ne voit pas de dispositif étatique spécifique de contrôle des corps. D'une certaine façon, le gouvernement a plutôt au départ montré un petit peu comme une situation qui, justement, au fond, était comme la conséquence d'une certaine incapacité à prévoir des moyens suffisants pour protéger nos santé, Et de même, on peut dire que, il n'a pas mis en place de dispositif, spécifique de saisie des corps. Ils nous ont dit de rester chez nous, Et évidemment, ces décisions, rester chez nous, en même temps, ça veut dire, au fond, couper en quelque sorte tout rapport entre les corps et nous, Donc, c'est un peu toujours cette fameuse logique de la police, à savoir, circuler, rentrer chez vous, voilà. Et voilà. Bien sûr, ce sont des décisions qui ont été inspirées par la science. Je pense que c'est partout, que c'est chez vous comme chez nous, À savoir qu'il y a un conseil scientifique qui conseille le gouvernement, qui dit il faut faire ça, qui dit à un moment donné il faut confiner, à un autre moment il faut instaurer un couvre-feu et ainsi de suite, Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que ces recommandations médicales ne sont pas fondées sur un savoir sur le virus, un savoir, d'infectiologue, un savoir sur la maladie. C'est fondé essentiellement sur une considération pratique, à savoir la capacité d'accueil des hôpitaux et notamment le nombre de lits de réanimation. Et au fond, en tout cas, ce qui a fonctionné chez nous, on peut dire,
essentiellement, c'est une espèce, au fond, de statistique bon, extrêmement simple, quoi. C'est l'idée que, bon, plus il y avait de gens qui étaient dehors dans les rues, qui étaient dans les entreprises, dans les écoles, plus il y avait de gens actifs dehors, plus il y avait simplement de risques, disons, de contamination et par conséquent de risques, disons, de ne pas être en mesure de traiter ces cas. Donc, au fond, d'une certaine façon, le pouvoir que le gouvernement a exercé est quelque chose comme bon, un pouvoir d'impuissance. Au fond, le gouvernement nous a mis à part, hors de son contrôle, et également, disons, a soustrait largement les gens à cette, disons, à cette exploitation de la force de travail, qui était un élément important du biopouvoir tel que le pensait Foucault, quoi. Donc moi, je crois que si vous voulez que la pandémie, effectivement, a donné lieu à une littérature énorme sur le biopouvoir et en même temps, en fait, a plutôt montré les limites de cette notion, quoi. Bon, je rappelle que bon, Foucault a lancé cette notion en disant qu'il aimait bien lancer des notions un peu en l'air, quoi, et que, en tout cas, c'était absolument pas une théorie générale du pouvoir. Or, bon, on sait comment depuis Foucault, cette notion a été absolutisée, elle a été confisquée par disons, servi d'une notion du pouvoir souverain qui, justement, revient à effacer toute différence entre les types du pouvoir. Donc, il me semble que ce qui a fonctionné dans la gestion de la pandémie, c'est simplement bon, ce paradigme sécuritaire qui est associé à l'ordre consensuel. C'est-à-dire, bon, cette logique dont je parlais tout à l'heure, à savoir, nos gouvernements se présentent comme gestionnaires d'une nécessité et gestionnaires d'une manière spécifique, à savoir dans l'urgence, à savoir en présence d'une catastrophe bon, qui est toujours proche. Bon, nos gouvernements se sont donnés pour tâche la lutte contre un ennemi global appelé insécurité. Alors l'insécurité, ça peut être finalement le risque de la crise économique, de la crise financière, ça peut être le terrorisme, donc font toute une mesure de restriction de la vie démocratique, restriction même de ses possibilités, dont se sont menées au nom de cette logique au fond de l'insécurité. Et bon, je pense que au fond, la manière dont le gouvernement a répondu obéit toujours, au fond, à cette logique de l'insécurité. D'une certaine façon, je dirais que la politique de confinement n'est pas une politique originale, quoi. C'est toujours la même chose, toujours la même logique sécuritaire, à savoir, bon, vous êtes menacés de mort, donc obéissez-nous parce qu'on est l'instance qui va vous empêcher, en quelque sorte, de mourir, ou l'instance qui va éviter la catastrophe, quoi. Donc, avec cette logique dont je parlais tout à l'heure, à savoir que finalement, moins les gouvernements se montrent efficaces, disons, contre cette fameuse insécurité, et plus, bien sûr, ils réclament notre adhésion parce que ça prouve à quel point, disons, nous sommes menacés par l'insécurité et à quel point nous avons besoin de lui, quoi. Bon, c'est ça, je crois, le temps de l'urgence, quoi. Le temps de l'urgence, c'est un temps qui laisse pas le temps, quoi. Un temps qui s'impose comme le seul temps. Effectivement, j'ai proposé de penser la politique comme pas simplement un conflit de force, mais un conflit de monde. Et un conflit de monde, c'est un conflit de temporalité. Pour qu'il y ait politique, il faut que le temps soit brisé, quoi, finalement, que le temps dans lequel nos gouvernements décident se trouve brisé, qui est affrontement de plusieurs temporalités, affrontement de plusieurs manières de construire une histoire, de plusieurs manières de constituer un présent, de projeter un futur. Et bien sûr, c'est ça qui est absolument annulé dans l'urgence. L'urgence qui dit il n'y a qu'un seul temps. Et s'il n'y a qu'un seul temps, il faut obéir. Mais je crois qu'il faut bien comprendre que cette urgence, pour moi, c'est pas un expédient, quoi. C'est pas un alibi trouvé par les gouvernements pour imposer les décisions, bon, sans discussion, quoi. L'urgence, c'est la construction, on pourrait dire, construction sensible vraiment d'une logique policière du temps, quoi. On peut dire c'est vraiment le temps en tant que forme de partage du sensible, quoi. Bon, j'ai beaucoup insisté au fond le rôle du temps, sur le rôle du temps dans les formes de domination. Justement, en essayant de déplacer peut-être d'une pensée de la domination sur les corps en une pensée peut-être de la construction du temps dans lequel les corps vivent, quoi. Donc voilà, bon, la domination, donc j'ai essayé de penser un petit peu la domination sur les corps comme d'abord domination sur le temps. Et bon, on peut dire que ce que j'ai étudié, c'est la manière dont au fond, fonctionne une sorte de double axe du temps, quoi. Un axe horizontal du temps, dans lequel justement, bon, disons, on suit des traditions, on répond au présent, on prépare un futur, on tend vers un but, quoi.
et puis une dimension qui est verticale, dimension verticale qui sépare les gens qui ont la maîtrise du temps, disons, et puis des gens qui n'ont pas la maîtrise du temps. Donc ceux qui ont le temps finalement, ceux qui ont le temps, ceux qui n'ont pas le temps. Bon, c'est toujours la fameuse affaire de Platon, quoi, des ouvriers qui peuvent pas devenir des législateurs, qui peuvent pas prendre des décisions qui engagent l'avenir, parce que simplement ils n'ont pas le temps, parce que le travail n'attend pas. Donc voilà, au fond, au cœur de la domination, il y a ce rapport finalement qui fait qu'il y a une certaine place dans le temps, que le temps est au fond quelque chose comme un lieu, comme une assignation qui empêche les gens proprement de s'occuper des affaires du temps, quoi, et qui empêche finalement d'agir sur la ligne horizontale de l'enchaînement des choses, quoi. Voilà, donc je pense que au fond, proclamer l'urgence permanente, disons, proclamer qu'on n'a pas le temps, en même temps, c'est encore confirmer ce partage, quoi. C'est-à-dire que les gouvernants qui disent qu'il n'y a pas le temps, en même temps confirment leur maîtrise du temps par rapport à nous, donc ils confirment qu'ils ont le temps au lieu de répondre à l'urgence, alors que nous, nous pouvons simplement vivre dans l'urgence, quoi, au fond. Quand on énonce l'urgence, on dit on n'a pas le temps, mais ça veut dire d'abord vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, par conséquent, vous restez où vous êtes, quoi. Alors bon, comment est-ce qu'on peut résister à ça? Bon, je pense que on résiste à ça en essayant quand même, et bien sûr, là, les conditions sont difficiles, mais passons-nous dans une perspective plus générale, quoi. On résiste à cette espèce d'urgence par d'autres usages du temps. Ces autres usages du temps, c'est ce qu'on a vu dans les mouvements divers, un petit peu, disons, dans les luttes, dans les mouvements d'occupation, depuis la fin des années 90 jusque dans les années 2010, quoi. C'est-à-dire, par exemple, en interrompant, disons, la marche du temps, interrompant la circulation, par exemple. Interrompre la circulation, c'est interrompre une certaine marche du temps, quoi. Bon, ça commence par les piqueteros éventuellement sur les routes, et puis en France, ça prend la forme des gilets jaunes. Bon, c'est moins violent, mais comme ça, tout d'un coup, on transforme des lieux de circulation en des lieux de rassemblement. Voilà, et puis les mouvements d'occupation, ça a été des manières au fond, précisément d'interrompre le temps pour permettre à un autre temps, qui est un temps, au fond, d'une certaine façon, de l'imprévisible, disons un temps non géré par le gouvernement, de se déployer, quoi. Donc, on sait à quel point, au fond, d'une certaine façon, même les symboles d'occupation du temps ont été importantes dans les mouvements d'occupation des années 2010. On peut penser malgré tout, disons, au mouvement de la place Taksim à Istanbul, quoi, où au fond, au départ, l'enjeu, c'était pas grand-chose, c'était juste un petit jardin public, quoi. Le jardin public étant quelque chose comme un symbole d'un lieu, en quelque sorte, où on prend son temps et où le temps n'est pas orienté, quoi. On peut penser bien sûr aussi, puisque moi je suis en France, disons, au mouvement Nuit debout, quoi. Nuit debout, pour moi, ça fait un peu écho à la nuit des prolétaires, quoi. Normalement, la nuit, elle est couchée, et puis on décide que la nuit, on va être debout. Par conséquent, on déplace en quelque sorte le temps et le lieu de l'action politique, quoi. Voilà, je pense qu'on résiste, au fond, par des actions qui sont à la fois des coupures. On interrompt un temps, mais ce n'est pas seulement l'interruption. Il y a toujours des gens qui pensent que je vante simplement l'éphémère, etc., contre le long terme, l'éphémère, le spontané. Non, ce n'est pas le problème. Je pense qu'il y a un temps spécifique, le temps de la démocratie, enfin le temps de l'émancipation est un temps qui est défini justement par des coupures, par des coupures au sein du temps dominant, mais des coupures qui sont des occasions de recherche, de rencontres, de découverte, quoi. Voilà, et effectivement, après ça, bien sûr, il y a la question toujours de comment on va continuer ce temps, et là, on rencontre toujours le vieux discours qui dit que, il faut, bien sûr, transformer ce temps de l'éphémère en un temps sérieux, un temps de la stratégie, et ainsi de suite. Moi, j'ai toujours essayé de dire que cette fameuse stratégie, justement, au fond, stratégie, c'est quelque chose qui fonctionne au sein d'un temps qui est un temps uniforme. Et que, lorsqu'on a affaire à des interruptions du temps, le problème, c'est comment on peut prolonger ces plages de temps libérés, comment on peut permettre à ce temps de développer, sa propre puissance. De créer, par exemple, quelque chose comme un calendrier qui soit libéré du calendrier étatique. Penser à un mouvement qui se donne ses
propres objectifs, disons qu'il décide que ces objectifs vont s'inscrire dans une temporalité qu'il définit lui-même et qui en même temps, bien sûr, s'adapte un petit peu aux situations, aux transformations, quoi. Voilà, bon, il faudrait aussi parler, mais bon, là, je parle beaucoup trop, donc je vais arrêter. Peut-être à l'objectif de développer d'autres manières de raconter le temps précisément pour qu'il ne soit plus un temps de la nécessité et de l'urgence. C'est une question qui va dans la ligne que vous avez laissée maintenant, qui c'est, bon, est-il possible dans des conditions de vie actuelles, dans ces conditions de vie actuelles, penser à des temporalités politiques autres? Vous avez parlé d'un nouveau calendrier, ça, ce serait intéressant de refaire notre temporalité loin de la temporalité étatique. Et alors, c'est possible de penser à des temporalités politiques autres, à une prise de parole et à une autre forme de nomination, d'altération de la visibilité dans l'occupation des espaces, des temps et des activités dans ces conditions de vie actuelles, non, pandémiales. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors il y a deux choses différentes. Bon, ce qu'on peut essayer de proposer en général pour la question de la subjectivité politique aujourd'hui, et puis deuxièmement, bien sûr, disons, ce qui en reste dans les conditions de la pandémie, quoi. Bon, moi je pense que bon, il faut partir disons, au fond d'une situation qui est un peu comme une donnée malgré tout. De notre temps, quoi, de notre temps, à savoir que malgré tout, au fond, il y a quand même, on a vécu un moment, enfin, en tout cas moi, disons, dans ma génération à moi, a vécu un moment de rupture dans la question du sujet politique, quoi. Parce que bon, bien sûr, bon, même si on sait, même si j'ai dit que un sujet politique, c'est pas un groupe social. Un sujet politique, c'est le produit d'un certain nombre d'actes de subjectivation d'un pouvoir qui est un pouvoir des égaux, qui est un pouvoir de ceux qui n'ont pas qualité pour finalement exercer le pouvoir. Donc, même si on dit ça, on sait très bien que malgré tout, il y a eu toujours une espèce, je veux dire en quelque sorte, malgré tout, d'ancrage, on peut dire historique, des formes de subjectivation dans une certaine distribution, malgré tout, au fond des forces sociales et des identités sociales, quoi. Alors bon, même si on dit, par exemple, on sait que malgré tout, dans le monde occidental, bien sûr, il y a, on peut dire, un peuple qui, en quelque sorte, a pris une figure subjective exemplaire, qui est le peuple ouvrier, quoi. Alors, bien sûr, on sait que, disons, le peuple du mouvement ouvrier, c'est pas la population ouvrière. C'est le produit d'une fraction, au sein de cette population, d'une scission au sein de cette population. C'est le produit d'un certain nombre d'actes, disons, des créations d'associations illégales, disons, mouvements de grève, insurrection, création d'institutions spécifiques, syndicats, partis, associations, et encore bien d'autres. Donc, par conséquent, en un sens, on peut dire ce sujet, c'était disons, en fait, en un sens, le produit d'actes, donc, et non pas, disons, la représentation d'un groupe. Il ne reste pas moins qu'il y a toujours, en quelque sorte, cette espèce, malgré tout, cette espèce disons, comment dire, de rapport très fort entre finalement, malgré tout, subjectivation politique et un certain type d'identité sociale, quoi. Alors, disons, on a connu un temps où, au fond, cette espèce d'intrication pesait un peu sur les mouvements démocratiques. Bon, si on pense au mouvement des années 60, en Occident, particulièrement, si on pense au mouvement de 1968 en France, on peut dire, voilà, on avait en quelque sorte un mouvement qui se définissait en termes marxistes par rapport à un sujet ouvrier, même si en fait il était constitué à travers des formes de subjectivation toutes différentes, ce qui fait que sur le terrain, disons, il y avait une espèce de mouvement étudiant marxiste qui venait en fait, disons, se heurter avec un parti communiste qui, lui, c'est, disons, justement, se targuait de représenter la classe réelle, quoi. Donc, il y avait
comme une espèce, en quelque sorte, disons, de sujet ouvrier, en quelque sorte, construit sur les barricades étudiantes, qui venait rencontrer un sujet ouvrier qui se revendiquait du groupe ouvrier, quoi. Voilà, alors ça, c'est une situation que encore connue ma génération, quoi. Aujourd'hui, on voit bien qu'on est comme une situation inverse, à savoir qu'il y a au fond aucune identité sociale qui puisse servir de support ou de référent aux actes de subjectivation, quoi. Donc à la création de temporalité ou d'espace démocratique. Au fond, on peut dire qu'aujourd'hui, voilà, disons, au fond, des subjectivations politiques se définissent uniquement par des actes qui instituent ces espaces ou ces temps différents dont on peut parler tout à l'heure, mais qui n'arrivent jamais à se définir à partir de sujets. Bon, ils peuvent se donner des noms de sujets quelquefois, mais c'est justement des noms de sujets un peu, je dirais, en quelque sorte, au fond, qui sont quelque chose comme soustractifs, quoi. On peut penser aux indignés, aux anonymes, ou aux ingouvernables. Ce sont toujours des noms de sujets, en quelque sorte, qui précisément, disons, se présentent comme des sujets sans qualité aucune, quoi. On peut même penser à dans un mouvement, un mouvement récent en France, qui était le mouvement des Gilets jaunes, quoi. Les Gilets jaunes qui étaient aussi d'une certaine façon. Un gilet jaune, c'est quoi? C'est en principe que doit avoir tout automobiliste dans sa voiture pour le cas où il aurait une panne ou un accident, quoi. Or, bon, ce gilet jaune est devenu comme un symbole, justement, au fond, de la révolte d'une population qui était justement une population de gens qui n'avaient pas de caractère particulier. Donc, je dirais qu'on peut bien sûr définir en quelque sorte des traits communs à tous ces mouvements démocratiques, mais ces traits communs n'arrivent pas à définir, au fond, un sujet collectif. Donc, on a quelque chose comme un champ de subjectivation sans, disons, formation d'un sujet qui puisse se nommer, quoi. Alors, à partir de là, que faire? Bon, il y a des gens qui voudraient que, d'une certaine façon, on restaure, quoi. On restaure une espèce de figure subjective forte, sous forme d'une espèce de concentration, de solidification, au fond, essentiellement dans la lutte contre l'ennemi. Alors, la lutte contre l'ennemi, ça peut être le Black Bloc, quoi. Ça peut être donc véritablement, disons, la lutte contre la police. Bon, ça peut être, disons, le populisme de gauche, donc l'idée comme ça qu'on va constituer un camp du peuple contre l'ennemi, quoi. Voilà qu'au fond, on cherche, disons, au fond, comme quelque chose comme à renforcer une posture, une figure de sujet, quoi. Alors moi, j'ai l'impression que ce renforcement est plutôt une restriction. Dans le cas des Black Blocs, finalement, on devient des techniciens de la manifestation, quoi. Bon, dans le cas du populisme de gauche, finalement, on se rabat malgré tout sur l'espace électoral et sur l'urgence de type électoral. Donc voilà. Bon, alors moi, j'ai pas des idées très claires là-dessus, quoi. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, que plutôt que de chercher comme ça à restaurer un sujet fort comme ça, par des procédures comme ça de concentration, des procédures de solidification, il faudrait plutôt penser, au contraire, en termes de fluidifier, faire circuler finalement les manières de faire différentes dans l'ensemble de la société, diversifier les territoires d'intervention, diversifier les façons dont s'exerce une capacité de n'importe qui. Bon, je sais que j'avais été frappé en son temps par l'idée qu'avaient avancé les militants anarchistes grecs, l'idée des espaces sociaux libres, quoi. Donc, les espaces sociaux libres, ça peut être aussi bien effectivement des formes de coopératives de production, de coopératives de consommation, des formes, d'éducation alternative, de médecine et alternative, etc. Donc, mais au fond, des manières en quelque sorte de développer toute une série de manières de faire monde, quoi. Au fond, un peuple d'ego, pour moi, justement, il y a deux moments ou deux pôles finalement. Encore que c'est pas une opposition, mais disons un peuple d'ego, c'est un peuple d'une certaine façon qui se déclare, quoi, mais aussi un peuple qui vérifie cette égalité, quoi. Là, je crois, c'est pour moi un petit peu la force de la pensée de Jacotot, quoi. Pour moi, il est dans cette notion de vérification, quoi. De vérification, et peut-être justement il faut diversifier en quelque sorte l'émergence subjective dans une multiplicité d'activités sociales, une multiplicité d'expérimentation de capacités, d'expérimentation aussi d'affect. Bon, c'est peut-être, pour moi, effectivement, une manière justement à la fois peut-être de renforcer
renforcer ses compétences et ses affects, mais de les renforcer pas sous la forme justement de solidification d'un sujet, comme ça, d'un sujet en lutte, quoi. Mais au fond, sous une forme, disons, un petit peu comme de fluidification, au fond, de pénétration un petit peu, disons, dans tous les espaces, tous les espaces de la société, quoi. Alors, bon, c'est tout à fait abstrait, hein, mais pour moi, quand même, il y a un nœud qui est important, là. Parfait. Bon, il y a une dernière question et qui a un rapport intéressant avec la question de la pandémie et la situation actuelle, que c'est quelle est la place dans vos réflexions politiques et esthétiques pour poser la question de la destruction écologique de la planète? Une place problématique parce que, bon, disons que quand on pose la question, bon, sauver la planète, disons, bon, on se trouve devant, au fond, des notions qu'on ne sait pas très bien comment, disons, intégrer dans disons, dans une pensée de l'émancipation, dans une pensée de la penser de la politique, quoi. Parce que bon, le référent de la politique, classiquement, bon, bah, c'est pas la planète, c'est le monde, quoi. Et le monde, c'est à la fois quelque chose qui est le lieu de séjour des hommes, le lieu que les humains aménagent, mais aussi, bon, le lieu qui forme, ce qu'ils forment eux-mêmes en se rassemblant, quoi. Donc, voilà, quoi. Donc, dans la politique, on a pu dire qu'on a toujours affaire, disons, plutôt au monde qu'à la planète. Et au fond, pour une raison aussi, bon, effectivement, bon, qui est très simple, quoi, si tu veux, si on veut, c'est que bon, pour moi, la politique, bon, au fond, elle est liée à ce fait un peu paradoxal de l'existence d'un sujet qui est en même temps l'objet concerné par sa propre action. Au fond, disons, ce qui différencie la politique de la police, c'est ça, quoi. La police, c'est bon, bah, il y a des problèmes objectifs, et puis il y a des gens compétents pour les traiter, quoi. La politique, il y a une compétence spéciale, un peu incroyable, qui est la compétence des incompétents, la compétence de ceux qui n'ont pas de compétences particulières et ces gens-là sont à la fois, disons, les sujets et les objets de leur propre action. Alors, bien sûr, c'est là que le problème se pose un peu, bon, un peu radicalement, parce que, bon, disons, bon, si on dit que bon, c'est la planète qui est au centre de la politique, bien disons que, au fond, on parle, disons, d'un objet de la politique qui ne pourra jamais en devenir le sujet, quoi. Quel que soit le soin qu'on porte à la nature, le soin qu'on porte à la planète, bon, il est clair que, bon, disons, ce sont des objets de la politique qui ne pourront jamais venir à la place du sujet. Il y a de la politique, je pense, quand l'objet de la politique peut venir à la place du sujet, donc intervenir sur la question où elle figure comme objet, quoi. Donc voilà, donc d'une certaine façon, forcément, on se trouve comme déporté par rapport à, au fond, la logique même de l'opposition entre police et politique, dès lors qu'on prend pour objet de la politique, bon, la nature, la planète, et ainsi de suite, quoi. Et bon, bien sûr, disons, on sait qu'il y a des réponses. Bon, on connaît par exemple, la fameuse proposition d'un parlement des choses, quoi, avec l'idée que, bon, voilà, doivent participer à la politique non seulement les humains, mais les non-humains, les choses, etc. Le problème, bien sûr, malgré tout, c'est qu'il n'y a jamais que les humains qui pourront venir à la place de sujets, quoi. Par conséquent, bon, les non-humains, disons, bon, les animaux, les arbres, tout ce qu'on peut imaginer, de toute façon, on dit qu'on les représente, mais ça veut dire concrètement qu'il y a des gens qui vont parler pour eux, qui vont se donner comme les représentants de ceux qui, de toute façon, ne peuvent pas parler, quoi. Donc voilà, il y a, disons, voilà, et bien sûr, ces gens sont des gens qui ont le savoir, la compétence pour ça. Donc voilà, c'est un peu ça le fond. Le problème, c'est que plus au fond le souci écologique prend de l'importance, et plus on se trouve comme devant une espèce de provocation concernant la possibilité même, au fond, de la politique. Et d'une certaine façon, on peut dire que, au fond, l'écologie peut devenir la forme la plus radicale du consensus, quoi. Bon, si on dit que dans quelques dizaines d'années, notre monde est fichu, bon, bien sûr, c'est encore beaucoup plus fort que, disons, la menace terroriste, la menace de l'épidémie, ainsi de suite, quoi. Alors bon, voilà, disons, bon, on est vraiment dans une espèce de, vraiment là, disons, de provocation qui est,
provocation qui est absolue. Alors bon, on sait que précisément nos gouvernements, bien sûr, ne vont pas la prendre directement parce que nos gouvernements ne veulent pas, bien sûr, trop s'en prendre aux puissances économiques qui sont évidemment, malgré tout, au cœur de la question écologique, au cœur de la question de la destruction de la planète. Mais du même coup, disons, au fond, il y a quelque chose comme une espèce au fond, de programme, on peut dire de programme consensuel radical, qui éventuellement peut s'identifier à un programme révolutionnaire, quoi. Bon, je pense à cette revendication d'un communisme de guerre écologique. Donc un théoricien suédois de l'écologie, disant finalement on a bien vu avec le coronavirus que le gouvernement reprenait une initiative finalement économique, reprenait le commande d'industries qui avaient été privatisées, voilà, donc par conséquent d'une certaine façon que le gouvernement revenait en arrière par rapport à cette logique capitaliste. Donc pourquoi ne pas imaginer d'une certaine façon une sorte d'extension de cette espèce de retournement, quoi. Et donc voilà ce qu'il a développé dans ce livre qui s'appelle en anglais Corona Climate Change Chronic Emergency, et en français La chauve-souris et le capital. Mais dans les deux cas, disons, c'est le même sous-titre. Le sous-titre, je donne en français Stratégie pour l'urgence chronique. Autrement dit, l'écologie peut se placer comme, disons, proprement la politique qui dit qu'il y a tout le temps de l'urgence, et encore plus d'urgence que l'urgence de nos gouvernements. Donc d'où ce léninisme écologique que propose donc Andreas Malm. Alors bon, c'est pas très clair d'ailleurs si au fond, ce communisme de guerre doit être exercé par nos gouvernements capitalistes, ou bien si c'est finalement une révolution à prise de pouvoir qui doit l'amener. Mais d'une certaine façon, ça revient à dire que de toute façon, il y a un programme qui est absolument inéluctable, et d'une certaine façon que l'essentiel, c'est qu'on ait un gouvernement qui ait un pouvoir absolu pour pouvoir imposer ça. Alors bon, il y a quelque chose effectivement qui là devient évidemment quelque chose d'un peu radicalement problématique bien sûr pour la pensée démocratique. Alors bien sûr, ce n'est qu'une version de l'écologie politique, quoi. Et bon, et par ailleurs, il y a quand même une tradition, malgré tout qui est bien ancré quand même dans les pensées d'émancipation. Dans ces pensées d'émancipation, j'avais publié donc ces textes de l'ouvrier Gueny, à la fois penseur de l'émancipation et en même temps grand militant, disons du végétarisme, grand militant de la protection de la nature. Il y a eu notamment bien sûr dans l'histoire du mouvement ouvrier, il y a eu les violences extrêmes faites à la nature. On pense bien sûr au programme soviétique quand aboutit à assécher des lacs, quoi. Mais il y a eu ces traditions qui se sont malgré tout toujours maintenues, toujours un peu développées, qui bien sûr reviennent un peu à l'ordre du jour, quoi. À l'ordre du jour, mais justement qui provoque comme une espèce d'éclatement finalement, on pourrait dire, au fond de la vision écologique en deux extrêmes, quoi. D'un côté, effectivement, l'idée un peu de la dictature écologique, quoi, dictature verte sur le mode de la dictature rouge, quoi. Et puis de l'autre côté, il y a une vision démocratique où au fond ce souci un petit peu des conditions de la vie en général se lie au fond à l'invention de cette nouvelle manière, de nouvelles formes de vie, d'expérimentation dont on parlait un peu tout à l'heure, quoi. C'est-à-dire au fond, à ce moment-là, et c'est au fond toujours un peu effectivement la tradition de la pensée d'émancipation, c'est quoi? C'est au fond le choix de formes de vie qui ne sont pas marquées par la domination, quoi. Au fond, renoncer à un certain mode de domination de la nature, comme intégrer au programme d'une vie aussi égale que possible, d'une vie aussi libérée que possible de la domination. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que effectivement, ni la nature ni la planète ne vont jamais parler, ne vont jamais discuter avec les humains, qu'elles resteront toujours des objets, que par conséquent, la question est de savoir, au fond, à quel type de logique on les intègre. Si on les intègre à une logique policière, quoi, de dire c'est la nécessité, il n'y a qu'à obéir, quoi, ou si au contraire, on l'intègre à une logique qui est une logique d'essayer de penser des formes de vie libérées de la domination. Mais en tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que au fond, la question écologique restera toujours plus ou moins
liées aux manières que les humains ont de faire monde et au conflit entre les manières de faire monde. Et bon, merci beaucoup, Jacques. Et c'est moi, Béatrice, qui parle. Je suis très contente de pouvoir parler avec vous. Et vous savez que pour moi, la lecture de votre œuvre, c'est très important pour le champ de l'éducation, pour penser d'autres relations entre l'égalité et ce qui se passe dans les écoles, par exemple, et la construction d'un monde commun. Et nous voulons savoir quels effets comporte l'avancée des discours qui, au nom de la liberté, approfondissent la destruction collective d'une communauté et favorisent une montée individualiste et comme demande politique dominante. Oui, alors, bon, là, disons, peut-être qu'effectivement, je contesterais cette montée de l'individualisme. Disons, bon, voilà. Non, c'est-à-dire, je pense que analyser la situation présente en termes de montée de l'individualisme, c'est se placer justement dans le cadre d'une espèce au fond, de vision, au fond, équivoque d'un monde dit néolibéral, quoi. C'est-à-dire que, bon, il y a au fond, l'usage du concept de néolibéralisme permet de penser qu'il y a une sorte d'harmonie préétablie ou de complicité un peu diabolique entre un système économique global et puis des comportements individuels. On nous explique que le laisser-faire économique trouve son correspondant dans finalement des comportements individuels, dans le développement de l'individualisme consommatoire, du narcissisme comme ça qui s'affiche sur les réseaux sociaux, de l'image de soi qu'on diffuse. Disons, on pense toujours à ces valeurs comme ça, d'autonomie, de créativité. On connaît donc le livre là, le Nouvel Esprit du capitalisme, donc qui oppose justement, disons, aux vieilles valeurs, disons, de la critique sociale portée par le mouvement ouvrier, disons des valeurs comme ça douteuses, valeurs d'autonomie, de créativité qui auraient été celles des militants des années 60 au fond. Et voilà, donc au fond, toujours l'idée d'une de complicité finalement, et même une complicité finalement des aspirations démocratiques avec un programme politique de domination. Alors ça, je pense qu'il faut vraiment remettre complètement en question ce genre d'analyse. Pour moi, disons, cette notion de montée de l'individualisme est une notion douteuse qui fait partie de l'équivoque même du concept de néolibéralisme, parce qu'on parle du système économique qui nous gouverne sous le nom de néolibéralisme, qui est le nom qui se donne lui-même, et à partir de là, on fantasme une espèce d'accord, d'harmonie préétablie ou de complicité un peu diabolique entre ce système économique de domination et puis finalement notre propre goût pour la liberté, des comportements soit de consommateurs individualistes, soit disons d'esprit artiste, épris d'autonomie, de créativité, et ainsi de suite. Voilà, on rend en quelque sorte, on nous rend complices d'un système de domination économique. Alors bon, je pense que véritablement, il faudrait peut-être en finir avec ce concept de néolibéralisme, c'est-à-dire le laisser à ses apologistes, quoi, et penser que ce qui nous gouverne, c'est l'absolutisation du capitalisme, à savoir, une logique, au fond, un système où la logique du marché a pénétré un peu toutes les formes de vie privée et publique, avec la privatisation des entreprises, le développement de toutes les formes finalement de travail, disons de travail intérimaire, de contrat de travail temporaire, d'individualisation des rémunérations, transformation à la limite des salariés en entrepreneurs, télétravail qui permet au fond finalement en quelque sorte d'étendre en quelque sorte le temps de travail, absolument rien à voir avec disons un désir comme ça de promotion des individus, ainsi de suite. Il y a la formation d'un certain type d'individualité qui doit être tout le temps disponible, tout le temps en permanence pour en quelque sorte épouser le temps de la domination. Une formation d'une individualité qui est précaire, qui est séparée, disons, des autres individualités avec lesquelles elle faisait monde, qui est toujours
puisqu'il faut toujours se vendre, il faut toujours en même temps demander à la concurrence ce qui était assuré avant par les services publics. Donc, je crois qu'il faut dire que voilà, ce système de privatisation, d'individualisation n'a rien d'un choix des individus, il n'a rien de libéral, il est entièrement autoritaire, il est imposé par les pouvoirs étatiques et interétatiques. Donc, voilà, je crois que, disons, voilà, pour moi, ce que je vois dans la vie, c'est ce que je vois autour de moi, ce que je vois dans le monde un peu plus largement, c'est pas du tout tellement une montée de l'individualisme, mais plutôt disons, une montée des tentatives, disons, pour résister ou pour contrarier cette sorte de privatisation, finalement, de l'action collective, quoi. Donc, individualisation forcée, quoi, pour participer à des formes d'action solidaires, des fous nombre d'aide médicale, juridique, alimentaire, que sais-je encore, quoi. Voilà, donc, alors, bien sûr, on dira que ce sont des choix individuels, et des choix individuels qui généralement se portent sur des formes de relations individuelles, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de populations concrètes qui souffrent concrètement, qui ont besoin concrètement de nous, au lieu de participer comme ça à des grands mouvements collectifs, des partis, des syndicats, et ainsi de suite, quoi. Mais bon, je crois que ce type de jugement méconnaît le fond du problème. Le fond du problème, c'est que, bon, au fond, jadis, l'action solidaire était au fond comme institutionnalisée, quoi. Notre vie était insérée dans des systèmes de protection sociale qui étaient étendus. Disons, bon, elle était portée par des collectifs puissants, notamment par les syndicats, quoi. Donc, d'une certaine façon, bon, on était solidaire de manière déjà, on peut dire, institutionnelle et presque obligatoire. On était de toute façon solidaire parce qu'on était, malgré tout, dans un monde où, effectivement, les formes de solidarité objectives, quoi, et puis les organisations collectives étaient très fortes, quoi. Aujourd'hui, c'est pas le cas, quoi. On choisit d'être solidaire, on choisit d'une certaine façon de s'intéresser aux autres, quoi. Et bien sûr, ce sont toujours des décisions qui portent sur des actions spécifiques. On choisit notre manière d'être solidaire parce qu'il n'y a plus de toute façon de grandes institutions qui nous disent comment être solidaire. Et donc voilà, mais moi, en un sens, ce que je vois aujourd'hui par rapport à, disons, au temps de ma jeunesse, quoi, si vous voulez, au temps de ma jeunesse, où effectivement, on était tous, on était syndicalistes étudiants, on était membres de partis, d'organisations communistes ou que sais-je, quoi. Donc, mais d'accord, mais d'une certaine façon, il y a plus, maintenant qu'il y a plus ça, ou très peu ça, il y a plus d'efforts peut-être de solidarité, de désir de communauté. C'est un peu ce qu'on a vu aussi notamment dans les mouvements des places, avec ces assemblées générales qui étaient souvent comme ça un peu fatigantes parce qu'il fallait que tout le monde parle et que tout le monde parle également, quoi. Et d'une certaine façon, il y avait un désir d'être ensemble, de vivre ensemble comme des égaux, bon, qui éventuellement, je dirais, s'imposait au prix de l'efficacité, mais qui montre justement que, à mon avis, disons, on n'est pas tellement dans une conjoncture de montée de l'individualité. Pour moi, c'est une analyse qui est un peu douteuse, quoi. Alors, bien sûr, il y a l'affirmation individualiste, on peut la déceler si on veut, mais on peut la déceler là justement où il s'agit de, disons, véritablement de promouvoir une individualité bien déterminée, quoi. Bon, c'est l'histoire un peu des activistes individualistes, du Michigan aux États-Unis, quoi. Donc, effectivement, bon, des gens qui affirment une individualité bien précise, quoi, celle du blanc propriétaire d'armes, du blanc qui défend sa propriété avec les armes, bien sûr, et du blanc qui se distingue radicalement de la racaille, des gens de couleur, quoi. Voilà, donc je dirais d'une certaine façon, là où il y a vraiment, on peut dire, montée individualiste caractérisée, c'était justement un peu intéressant dans le cas justement des réactions un peu paradoxales au coronavirus et au confinement, quoi. Bon, c'est quand même un type d'individualité bien déterminée, un type d'individualité, on va dire, privilégiée qui se promeut et se défend. Oui, vous avez dit quelque chose déjà, mais vous avez dit récemment que nous nous trouvons dans un temps où il y a très peu de démocratie et où les systèmes représentatifs ne fonctionnent pas et le temps de la police est devenu le temps de la politique. Et quelles sont les clés de lecture que vous pourriez nous indiquer pour arriver à comprendre plus significativement les subjectivités du peuple? Et c'est possible de redonner une pleine signification au sujet politique? Oui, bon, on en a un petit peu déjà parlé effectivement tout à l'heure à propos des formes
à propos des formes de subjectivation, quoi. Bon, il y a bon, disons, bon, effectivement, le développement de ces formes de haine de la démocratie. Bon, j'avais analysé il y a quelques années une haine de la démocratie qui était le fait d'intellectuels qui tenaient le discours que je rappelais un peu tout à l'heure, disons, de dénoncer la démocratie comme le règne des individus un peu assoiffés d'égalité, de consommation, et bon, et ainsi de suite, quoi. Et bon, il est clair que, bon, à l'époque, c'était un discours, on peut dire, un peu spécifié comme ça dans le monde intellectuel, mais finalement qui s'est diffusé assez heureusement, quoi, qui s'est diffusé un peu largement, quoi. Et bon, finalement, il y a véritablement, je dirais, un espèce de développement un développement effectivement, je dirais, de l'affect de haine qui est extrêmement fort, quoi, qui est bon, aujourd'hui, bon, je prends le cas de la France. Excusez-moi, j'ai dit que j'étais un peu enfermé en France, donc je parlerai de la France, quoi. Et bon, au fond, ce qui est assez significatif, c'est que justement, on a comme une espèce de doublement du doublement, on peut dire, de la pratique, d'une pratique antidémocratique, je dirais, de l'urgence, quoi, et puis d'un affect antidémocratique de la haine, quoi. Et bon, actuellement en France, on a comme ça, au fond, une droite qui est divisée en deux, quoi. Il y a une droite, on pourrait dire, de gouvernement, de technocrates, d'hommes d'affaires, de politiciens opportunistes, justement, qui gèrent la machine selon la loi du consensus, quoi. Selon la loi du consensus. Et puis, il y a une droite, à côté, il y a une droite dite conservatrice, mais qui s'occupe essentiellement, finalement, justement, pas de gérer la haine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une droite qui dit, bon, moi, nous, on fait juste ce qu'il y a à faire, quoi. Et puis, il y a une droite qui lui répond, mais il y a la chose qui serait à faire, ce serait d'expulser tous ces 5 millions là d'immigrés, de musulmans qui nous font la vie impossible. Donc voilà, au fond, et qui est aussi, bien sûr, une espèce de manifestation d'impuissance, quoi. Et donc, il y a vraiment, de façon intéressante, si vous voulez, une espèce de cohabitation, au fond, d'un mode de gouvernement consensuel qu'on pourrait dire désidéologisé, quoi. Et puis à côté, au contraire, justement, d'une espèce de pôle idéologique fort, qui peut dire d'une certaine façon, propage la haine, quoi. Et au fond, c'est un peu l'oubli du consensus. Le consensus, d'un côté, c'est on fait ce qui est nécessaire, on ne peut pas faire autrement. Et puis d'un autre côté, c'est on se protège par rapport à une espèce de menace radicale, d'altérité radicale, quoi. Alors voilà, bon, alors par rapport à ça et par rapport à la question du sujet, je pense qu'on pourrait la reprendre du côté de la question au fond, justement, la question des affects, quoi. Par rapport à cette espèce d'affect de la haine, comment penser à un contre-affect, quoi. Et bon, je répondrai un peu toujours sur le même mode que tout à l'heure, à savoir, bon, peut-être qu'on va pas, c'est pas très intéressant de chercher à créer un contre-affect qui serait l'opposé de l'autre, quoi. Bon, on ne va pas face à cette espèce de logique de la haine qui est une logique de l'impuissance, soit, disons, proposer un culte de l'amour, voilà, dire, là, il faut tendre la main à tout le monde, il faut respecter les différences, tous ces discours comme ça un peu bénévolents qu'on connaît bien, quoi. Moi, je pense beaucoup plus, si vous voulez, comme je disais tout à l'heure, un travail lent, finalement, un travail lent qui passe par les formes du rassemblement politique, qui passe aussi par toute une série de formes esthétiques, à un travail lent pour briser le noyau dur du consensus, quoi, et puis de la haine qui l'accompagne, quoi, pour briser ce noyau dur, au fond, qui est défini par une espèce de double récit dominant, quoi. D'une part, le récit de la nécessité, et d'autre part, disons, le récit de l'altérité maléfique, quoi. Voilà, moi, je pense pour moi, enfin, en tout cas, moi, je situe même, y compris mon propre travail, si vous voulez, bon, tout à fait modestement, dans cette espèce de perspective-là, quoi. Essayer de briser cette contrainte un petit peu de la nécessité à laquelle il faut céder, et puis de l'altérité irréductible contre laquelle je développe la haine, quoi. Et au fond, voilà, je pense vraiment à des formes d'écriture, à des formes de production artistique, à des formes esthétiques au sens très large, finalement, qui combattent justement sur les deux plans, c'est-à-dire contre la nécessité, restaurer peut-être une vision du monde qui serait une vision de la contingence, quoi. Au fond, apprendre un petit peu à revoir le monde, les situations, comme quelque chose qui n'est pas nécessaire, quelque chose qui pourrait
aussi bien ne pas être, quoi, ou ne pas être ainsi. Au fond, une espèce d'attention qui est portée un petit peu, oui, ben, disons, oui, à l'instant, à l'imprévu, au discontinu, au détail, quoi. Moi, je suis toujours frappé, par exemple, maintenant, de la façon dont beaucoup de revues militantes, alors que dans le temps, les revues militantes, bon, bah, c'était, voilà, on affirme des positions idéologiques, quoi. Maintenant, beaucoup de revues militantes ont tellement attention, bah, finalement, maintenant, bah, au papier sur lequel elles sont produites, à la typographie, à la mise en page, à un tas de choses, quoi, finalement. Comment, justement, il y a comme une espèce de liaison qui se fait entre une pensée de l'émancipation et une pensée de tout petits détails, de la façon dont on écrit un texte, dont on le produit, dont on le diffuse, dont on l'encadre, dont on l'illustre, bon, et ainsi de suite, quoi. Donc, voilà. Et puis, bon, je pense, voilà, il faudrait aussi peut-être concevoir un travail sur l'altérité, donc qui fasse éclater les identités. Encore une fois, pas sur le mode on tend la main aux autres, bon, qui est c'est pas très intéressant, ça, puis c'est toujours paternaliste, quoi. Mais finalement, on essaye de creuser ce qu'il y a de commun dans des formes d'expression, dans des traditions qui sont différentes. On organise des rencontres, d'interpénétration. Bon, je prends peut-être un tout petit exemple, mais bon, voilà, c'est mon expérience. Donc voilà. Bon, voilà, je suis quand même en relation avec pas mal avec un monde de musiciens, quoi, avec un monde de musiciens. Bon, donc voilà, je suis en quelque sorte dans cette tentative peut-être d'inventer des programmes, d'inventer des programmes qui sont un peu différents, d'aller les faire dans des lieux un petit peu différents, d'organiser des rencontres, quoi. Voilà, je pense en ce moment pour un concert comme ça auquel j'ai assisté il y a quelques années. Bon, c'était au fond vraiment disons d'une région rurale de France, en Bretagne, disons, là, dans une espèce de petite église, dans un petit village, un peu avec là, toute la prairie autour, quoi. Ben, où il y avait, disons, voilà, trois musiciens, donc deux musiciens baroques, un joueur d'archiluth et puis un claveciniste, qui n'était pas un claveciniste très connu, quoi. Et puis, il y avait le troisième musicien, c'était un musicien iranien qui jouait du zar. Donc, voilà. Et bon, voilà. Alors, et au fond, il y avait ces trois musiciens qui étaient là, non pas pour se saluer les uns les autres, mais pour essayer d'harmoniser finalement leur manière de faire, disons, leur manière de jouer, leur sonorité, et ainsi de suite. Bon, je pense qu'il y a plein de choses comme ça qui se passent aussi disons, dans la danse, par exemple. Il y a une espèce d'essai justement de briser un petit peu les séparations entre, disons, des formes considérées comme abstraites, formelles, et puis des formes considérées au contraire comme populaires, disons, traditionnelles, liées à des traditions ethniques ou que sais-je. Voilà. Bon, je pense qu'un peu partout, ce qui me semble intéressant, c'est le développement de ces affects, car encore une fois, je dirais des affects vraiment jacotistes, quoi, à savoir bon, l'attention, la curiosité, la recherche, bon, la volonté disons, d'aller à l'aventure, quoi. Au fond, la haine, c'est l'impossibilité de se détacher de ce qui est donné comme la réalité, quoi, et de sortir de sa position de cette réalité, quoi. Donc voilà, contre ça, bon, je pense beaucoup à la puissance d'affect, de la recherche, de la rencontre, de la recomposition du paysage sensible, du fractionnement des temps. Donc, évidemment, tout ça un petit peu, pour moi, un peu correspondant à ce que j'ai tout à l'heure sur cette espèce de diversification des terrains d'expérimentation. Alors, encore une fois, bon, c'est un peu abstrait, puis on dit c'est bien gentil tout ça, mais c'est un long détour, et pendant ce temps-là, le capital continue à gouverner, etc., et ainsi de suite. Bon, ce qui est vrai, mais de toute façon, il continue aussi à gouverner avec tous les gens qui prétendent l'affronter de face, quoi. Donc, voilà, moi je pense qu'il y a une espèce de nécessité de donner actuellement, au fond, à certains types d'affects, le temps à la fois de se consolider, de se disséminer, de produire des rassemblements imprévus, quoi. C'est ça. Merci Jacques. Et dans ce sens, pour finir, c'est la dernière question en fait. Oui, merci tellement parce que vraiment, je crois que la sophistication est aussi un mot à reprendre, non? Et quand on vous écoute, c'est vraiment, c'est une ouverture d'un éventail de problématisation qui est très, très, très intéressant, franchement. Aussi cette reprise de l'importance du conflit, non? Et en réfléchissant par rapport, la dernière question sera à propos du rôle de l'État, en fait, que vous pensez dans dans ce dilemme, en fait, entre la police et le politique. Et en fait, si ce moment est le moment d'accélération d'un consensus qui est un peu
qui porte sur un renforcement policier du rôle du gouvernement. Et en même temps, vous avez parlé de gouvernement aussi de vos premiers travaux, bien entendu, dans les années 60, 70, où c'était plutôt une phobie à un État qui était un grand monstre froid. Et maintenant, on parle d'un État impuissant et du coup, un État qui s'occupe de faire tant la gestion des solidarités comme la gestion de la haine. Nous voulions en fait vous demander quelle est votre idée par rapport au rôle émancipateur, positif que l'État peut avoir encore, même dans cette situation, dans un confinement en fait qui pousse à une gestion disciplinaire du renfermement, etc., qui peut pas être soutenue dans le temps. Et attendez, je vais mettre dans le contingent, en fait, constater que s'il n'y a pas, les pays qui n'ont pas compté avec un investissement important de la part de l'État dans la santé publique ont été très, très compromis en ce moment face à la gestion de la pandémie et à pouvoir assurer la survie, en fait, de ses habitants. Quel serait, en fait, le rôle de l'État et pourquoi, selon votre avis, il continue à être absent des débats critiques de la pensée contemporaine? Bon, c'est une très longue, une très longue affaire. Bon, Oui, mais bon, énorme affaire, je vais pas. mais Bon, d'abord, moi, effectivement, bon, c'est clair que, disons, en Amérique latine, on aime beaucoup plus l'État qu'en Europe, quoi. Et bon, donc on nous accuse d'avoir la phobie de l'État. Bon, il faut bien voir que cette phobie de l'État, elle est quand même bon, liée au fait, malgré tout, d'expériences historiques bon, très, très, très fortes, quoi. C'est à savoir, bon, si on pense à la France de 1848, de 1871, si on pense à l'Allemagne de 1918, on a eu ces expériences quand même un peu terribles où l'avènement de République, l'avènement de République, l'avènement de l'État républicain a été aussi, bon, disons, un moment d'affrontement terrible et de répression, disons, de massacre, disons, malgré tout, des ouvriers par l'État. Donc, je veux dire que bon, il y a quand même un enracinement historique, si vous voulez, de l'idée que l'État, bon, bah, l'idée malgré tout qu'on peut pas attendre grand chose de l'État. Bon, et encore, où on peut attendre de grand chose de l'État que lorsque là où d'une certaine façon l'État a été, bon, pour parler un terme marxiste, comme éduqué en quelque sorte, c'est-à-dire où l'État, par la puissance des mouvements sociaux, bon, disons, été en quelque sorte comme obligé effectivement de maintenir une importance aux formes, de vie collective, aux formes de protection, sociale, aux formes, disons, de développement des institutions de la santé et ainsi de suite. Bon, alors c'est vrai que bon, il y a certains pays, en gros, bon, les pays qui se sont mieux sortis, c'est les pays de tradition social-démocrate, quoi. Alors, disons, effectivement, bon, malgré tout, bon, on sait que maintenant, cette tradition est un peu en voie d'extinction, quoi, et que dans des anciens paradis de la social-démocratie, maintenant, on voit des gouvernements avec participation de l'extrême droite, mais toujours est-il que bon, il y a un héritage effectivement bon qui est resté. En revanche, bon, il faut bien dire que notre expérience de l'État, c'est quand même bon, voilà, c'est quand même l'expérience d'une pénétration de plus en plus radicale, si vous voulez, de la logique, disons, une interprétation plus radicale de la logique de capital avec celle de l'État. Donc, malgré tout, je veux dire, voilà, disons qu'on a vu en 68 un mouvement social très puissant qui effectivement a contraint l'État, disons, à un certain nombre de mesures, disons, fortes. Bon, on a vu en 1981, en revanche, un gouvernement socialiste arrivant en disant qu'il allait tout nationaliser, conduire l'économie, bon, et puis on a vu que cette interpénétration de l'État en fait, et puis des grandes entreprises, a joué en sens inverse, à savoir que la logique du capitalisme a contaminé la logique de l'État. Et a conduit à une espèce de démoralisation, bon, de fait, quoi. Donc voilà, je dirais, on a quand même une expérience, nous, où l'État, c'est complètement, les États sont complètement intriqués véritablement avec la domination économique, et où, par conséquent,
et où les, disons les partis dits socialistes sont entièrement, disons, en accord avec la logique dite libérale, ont absolument, disons, adopté le credo officiel, quoi. C'est-à-dire que, bon, de fait, si vous voulez, les espoirs qu'on peut mettre dans une espèce de, disons, de prise de l'État, l'idée qu'on pourrait prendre le gouvernement pour imposer des mesures qui sont des mesures égalitaires. Dans les conditions actuelles, disons, on ne voit pas sur quelle base ça se ferait. On ne voit pas quelle serait finalement la puissance derrière ça. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'il y a des gouvernements. Il y a des gouvernements qui ont pris, disons, des mesures, effectivement, qui ont été utiles, dans la gestion de la pandémie. C'est vrai que, bon, l'Amérique latine, des expériences de gouvernements qui ont pu, disons, améliorer la condition du peuple, améliorer la condition des plus défavorisés. Oui, c'est vrai, bon, c'est pas notre expérience du tout, quoi. Et puis même, je pense que même, disons, en Amérique latine, il y a la question finalement de savoir, bon, quels sont les profits et pertes, quoi. C'est-à-dire ce que l'État, fait effectivement pour améliorer la population. Bon, ça devient problématique quand ça conduit finalement à une espèce de logique de l'État se reproduisant, du gouvernement se reproduisant, disons, du chef qui incarne le peuple, qui ne peut pas ne pas se représenter à toutes les élections, et ainsi de suite, toute cette logique-là, quoi. Donc voilà, moi, j'ai pas d'idée, disons, radicale sur la question de l'État, quoi. Je vis dans un pays, dans un monde européen où malgré tout, l'adhésion en quelque sorte, l'adhésion des forces, des forces gouvernementales à la logique capitaliste est extrême, où, disons, la différence entre la gauche et la droite, entre les conservateurs et les socialistes est absolument minime, quoi. Donc voilà, dans une situation où on peut guère vraiment nourrir d'espoir, je dirais, raisonnable là-dedans, quoi.